Bonjour, vous regardez l'entretien de France 24. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux du gouvernement à Kiev avec le vice-premier ministre de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, qui est aussi ministre de la transformation numérique. Je voudrais commencer par une question sur cette transformation numérique. Est-ce qu'elle a pu continuer sous des conditions de guerre ou est-ce que vous avez dû transformer en quelque sorte votre ministère ? Nous avions 4 tâches principales. Dématérialiser tous les services publics, connecter 95% de la population à Internet, développer l'économie des technologies de l'information, l'économie numérique et enseigner aux gens des compétences informatiques. En effet, quand la guerre a surgi, nous avons repositionné tous ces objectifs dans un effort de guerre. Désormais, nous fournissons des services liés à la guerre, comme des aides, l'enregistrement des dommages à la propriété. Nous reconnectons les territoires anciennement occupés à Internet. Nous avons installé Starlink même en Ukraine. En ce qui concerne l'économie des technologies de l'information, nous sommes en train de créer une sorte de blocus numérique contre la Fédération de Russie en travaillant avec des sociétés de technologie du monde entier pour les inciter à quitter la Russie et souvent cela se traduit par la délocalisation de leurs activités en Ukraine. Vous venez d'évoquer Starlink. Est-ce qu'il est vrai que vous avez juste écrit un tweet à Elon Musk en disant « S'il vous plaît, donnez-nous Starlink » et il a répondu « D'accord ». Pouvez-vous me dire comment ça s'est vraiment passé? Comme souvent avec les tweets, il y a une histoire plus longue derrière. Nous étions en contact depuis longtemps avec SpaceX et ces dernières années, nous avons tout fait pour les convaincre de commencer à travailler en Ukraine. Mais c'est vrai qu'après ce tweet, le processus de mise en service de Starlink en Ukraine s'est accéléré. Quelles applications ont été créées par votre ministère ou sous l'impulsion de votre ministère pendant la guerre? On pense particulièrement à Evorog, par exemple, qui permet aux gens de signaler la présence de forces russes. Grâce à notre application DIA, sur laquelle les utilisateurs sont vérifiés, nous avons créé un chatbot qui travaille avec l'application de manière à vérifier que les utilisateurs sont authentiques et ça permet aux gens d'envoyer des informations à propos de mouvements de l'armée russe et de la concentration de leurs forces. Ou encore là où il y aurait des traîtres. N'importe quelle information qui peut aider notre armée. Et grâce à cela, nous obtenons de l'information de qualité que nous trions et que nous redirigeons vers les services compétents. Les gens l'utilisent vraiment? Combien, par exemple? Jusqu'à maintenant, sur les 4 ou 5 derniers mois, parce que nous l'avons créé pendant le premier mois de la guerre, nous avons reçu plus de 30 000 messages, c'est-à-dire des photos, des vidéos et des descriptions détaillées. Donc il y a beaucoup d'informations. Comment les gens peuvent-ils être certains qu'ils ne seront pas retrouvés ou qu'ils n'auront pas de problème? Il y a beaucoup d'instructions pour les Ukrainiens qui utilisent le bot. Ils doivent seulement envoyer des informations s'ils sont sûrs que rien ne va leur arriver. Ils doivent supprimer toutes les données une fois qu'elles ont été envoyées. Ils doivent s'assurer que personne ne peut les voir quand ils les envoient. Donc il y a tout un champ de recommandations que nous avons établi pour s'assurer que les gens fassent attention. Je voudrais encore vous poser une question sur l'application DIA. On peut voir le logo là sur le mur. C'était vraiment votre service phare au ministère avant que ne débute la guerre. Ça permet aux Ukrainiens d'avoir leur passeport ou leur permis de conduire, tous leurs documents dématérialisés. Je ne suis pas sûr que ça existe dans un autre pays, mais n'y a-t-il pas un risque de piratage, d'autant plus que le contexte place l'Ukraine encore plus sous le coup de ce genre de menaces? En fait, pour nous, la guerre est devenue une cyberguerre dès l'instant où nous avons créé ce ministère et créé l'application DIA. Il y a eu des attaques dès le début et donc nous avons bâti des architectures de manière à sauver des données afin qu'il n'y ait aucun risque pour les utilisateurs authentifiés. Et donc nous n'avons eu aucune fuite de données et pendant la guerre, loin de nous arrêter de travailler, nous avons continué à faire face aux problèmes et nous avons déployé des nouveaux services. Il faut savoir que notre architecture est sécurisée parce que nous procédons aussi à des attaques dans le cyberespace. Il y a une vraie guerre qui se déroule, mais ça ne nous empêche pas de fournir des nouveaux services. Les données sont sécurisées, l'architecture est sûre et maintenant nous avons non seulement DIA, les services fiscaux et les pensions de retraite qui sont aussi numérisés. Avant même l'invasion, il y a eu des cyberattaques et beaucoup d'experts ont déclaré que toute agression de grande ampleur de la part de la Russie s'accompagnerait nécessairement de cyberattaques massives. J'ai cru comprendre que ça n'a pas vraiment été le cas. Pourquoi?
Avant la guerre, il y a eu des grosses attaques en décembre, en janvier et en février. C'était vraiment des attaques sans précédent, mais nous avons réussi à nous défendre. Tout a changé après l'invasion physique de l'Ukraine, parce que là, nous avons commencé à attaquer nous-mêmes. Et quand nous avons commencé à faire des dégâts sur l'infrastructure numérique de la Russie, ils ont décidé de rediriger toutes leurs ressources vers la défense intérieure. C'est la raison pour laquelle nous développons maintenant notre cyberdéfense. Nous attaquons et déployons de nouveaux services. Pouvez-vous en dire plus sur les attaques que vous avez lancées contre la Russie? Nous avons créé un projet intitulé IT Army qui rassemble des centaines de sociétés et des milliers de volontaires. Il y a vraiment une guerre à grande échelle qui se déroule avec des opérations, des objectifs tactiques et stratégiques. Je sais que votre ministère a fait beaucoup en ce qui concerne les drones. Acquérir des drones et former les gens pour les piloter. Alors pourquoi est-ce le ministère de la Transformation numérique et pas le ministère de la Défense qui a l'initiative dans ce domaine? C'est un projet conjoint entre notre ministère et l'armée. La technologie est une composante essentielle des drones. Je parle d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur et de bien d'autres outils. De plus, le secteur des drones se développe rapidement et concerne la technologie de défense. Je veux dire par là que toute une nouvelle industrie est en train de naître. C'est pour ça que nous avons créé un projet conjoint. Nous avons calculé les besoins en termes de drones de reconnaissance et de drones d'attaque sur la ligne de front. Et maintenant, nous levons des fonds partout dans le monde pour acheter des drones et signer des contrats. Nous formons des gens pour l'utilisation des drones, nous réparons des drones et donc nous avons monté ce projet conjointement. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans les drones? En ce qui concerne la reconnaissance d'objets, il y a déjà un grand nombre de sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle dans le but d'identifier précisément ce qui peut être un tank ou un autre type d'armement, ou pour localiser un objet spécifique dans les bois, par exemple. Ça aide au moment de la prise de décision. Vous utilisez aussi l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire quelle technologie est utilisée en Ukraine et à quelle échelle? Nous utilisons l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale. Il y a plusieurs usages. Quand des photos de soldats russes morts apparaissent, ça nous permet de retrouver leur profil sur les réseaux sociaux, les coordonnées de leurs proches et donc de les informer du décès afin qu'ils viennent récupérer les corps. C'est ce qui se passe généralement quand on peut identifier la personne. L'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée dans des situations diverses. Par exemple, nous avons un service qui nous permet de reconnaître des objets en mouvement et de déterminer s'il s'agit d'un objet militaire, afin, le cas échéant, de l'entrer dans le système qui enregistre ces données. Où que vous regardiez aujourd'hui, l'IA est utilisée. Est-ce que vous avez utilisé cette technologie pour reconnaître les soldats russes qui ont été tués et prévenir leurs familles? Nous avons eu des centaines de communications avec les familles de soldats russes morts sur les réseaux sociaux. Dans 80% des cas, ils nous répondent qu'ils étaient des héros, qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils nous disent aussi qu'ils vont eux-mêmes venir en Ukraine et qu'ils vont nous tuer. Mais quelle technologie est utilisée? Plus tôt, pendant la guerre, la société Clearview a dit qu'elle vous avait fourni son application. Y a-t-il des gens en Ukraine qui l'utilisent ou bien il s'agit plutôt d'autres applications de reconnaissance faciale? Nous utilisons des solutions variées. Je ne peux pas divulguer en public le nom des marques en particulier, mais il y a des solutions qui ont été utilisées. Mais quand cette société Clearview vous a fourni cette technologie, vous vous en êtes très publiquement félicité. Et maintenant, vous dites que vous ne voulez pas dévoiler quelle technologie est spécifiquement utilisée pour la reconnaissance faciale. Pourquoi? Nous avons certains accords avec différentes sociétés selon lesquels nous pouvons annoncer que nous avons commencé à travailler ensemble. C'est le cas avec certaines d'entre elles, pas toutes, mais disons les choses comme ça. Dans les situations où ces technologies sont effectivement utilisées, c'est mieux de ne pas l'annoncer publiquement. Que se passe-t-il si la technologie de reconnaissance faciale fait une erreur et vous envoyez un message aux mauvaises personnes, par exemple? Et d'ailleurs, l'utilisez-vous seulement dans le cas de soldats russes morts ou dans d'autres contextes aussi? Il y a eu des cas où nous l'avons utilisé pour trouver des pilleurs à Boutcha et dans d'autres endroits dans les régions de Kiev et Tcherniv. Quand le système reconnaît un visage, il vous donne un ratio de probabilité, 70, 80, 95% de ressemblance. Et il y a bien sûr d'autres outils pour recouper les informations. En grande partie, les réseaux sociaux. On peut vérifier par exemple si c'est un soldat et d'autres informations qui peuvent nous permettre de confirmer son identité. Il y a des moments où nous vérifions, mais nous ne pouvons pas être sûrs que l'information est confirmée. Et dans ce cas, cela nécessite plus de travail et les systèmes de support doivent fonctionner.
Y a-t-il eu des cas d'erreur d'identification? Nous n'avons pas eu de cas d'erreur d'identification ou des cas où nous sommes certains qu'il y a eu une erreur. Cela dit, il y a un cas où des volontaires nous ont contactés avec une demande d'identification d'une personne qui était à l'hôpital et qui avait perdu la mémoire. Nous l'avons identifié et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un soldat russe qui essayait juste de tromper son monde en prétendant qu'il avait perdu la mémoire. Vraiment, oui, vraiment, on a eu un cas comme ça. Et après, la personne a été faite prisonnière? Je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il est là où il mérite d'être. Une question plus générale sur l'informatique dans cette guerre. L'Ukraine est un pays réputé pour ses spécialistes en la matière, mais c'est aussi le cas de la Russie. L'Ukraine a-t-elle un avantage ou non? Nous avons clairement un avantage parce que nous avons le soutien de tout le monde civilisé, des pays qui ont des secteurs technologiques développés. Nous avons des transferts de technologie, nous communiquons. Des sociétés viennent travailler en Ukraine. Des sociétés de technologie déménagent en Ukraine. Donc il y a du soutien et de la coopération, alors qu'en Russie, c'est le contraire. Les sociétés de technologie, de l'information et les spécialistes quittent la Russie parce que vous ne pouvez pas évoluer en tant qu'ingénieur dans ce secteur en vivant en dictature. Ce n'est pas possible sans liberté, sans les services basiques pour les créatifs, quand Mastercard, PayPal ou autres ne fonctionnent pas. Donc de manière stratégique, nous nous entendons à ce qu'il y ait encore plus de développement dans ce secteur. Les technologies de l'information, c'est actuellement le seul secteur en croissance en Ukraine pendant la guerre. Il dégage des revenus en augmentation, alors que la Russie peut s'attendre à une chute, parce que les sociétés et les ingénieurs s'en vont. Vous ne pouvez pas créer un produit tech avec une valeur ajoutée significative dans les conditions dans lesquelles il se trouvent actuellement et qui sont le résultat de leur décision d'attaquer l'Ukraine. Merci Mikhailo Fedorov d'avoir été notre invité aujourd'hui et merci à vous d'avoir regardé. L'actualité continue sur France 24.